Il est 8h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec vous, Nikos Aliagas. Le journal, David Doucan. Bonjour David. Bonjour Nikos, bonjour à tous. 3 titres à la une. Des cours d'éducation sexuelle à l'école dès le primaire. Europe 1 vous informe. Comment est-ce que cela va se passer? Faisons le tri entre fake news et réalité. La ZAD de Strasbourg est en cours d'évacuation depuis 6h ce matin. Opération de police avec hélicoptère et gendarmes mobiles. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Et puis, enfin, la fête. Après le défilé raté de retour de Russie, les Bleus et le public s'en sont donnés à cœur joie. C'était hier soir au Stade de France. Europe 1. L'éducation à la sexualité à l'école, le sujet étonne, parfois il inquiète, mais de quoi s'agit-il réellement? Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, va envoyer au recteur une circulaire dans les prochains jours. Virginie Salmen, bonjour. Bonjour David. Vous êtes la spécialiste éducation d'Europe 1, alors battons en brèche les fausses informations. Elles ont beaucoup circulé ces dernières semaines, notamment sur les réseaux sociaux. En quoi consistent exactement ces séances d'éducation à la sexualité? Alors d'abord, il faut préciser que ce n'est pas une nouveauté. Les élèves doivent suivre 3 séances par an d'éducation à la sexualité, de la primaire jusqu'au lycée depuis une loi de 2001, sauf que ce programme est très mal appliqué. Alors en primaire, les maîtresses parlent surtout d'égalité entre les filles et les garçons. Il n'y a pas de programme très précis, il n'y a pas une heure dans l'emploi du temps. C'est plus au gré de ce qui se passe dans la cour de récréation ou dans la classe. Par exemple, quand un élève arrive en disant « Maîtresse, il m'a touché les fesses » en parlant d'un autre élève, ça arrive très souvent. Ou alors des garçons qui jouent à soulever les jupes des filles. C'est l'occasion là d'expliquer qu'on ne touche pas le corps d'un autre sans son consentement. Il faut qu'il soit d'accord. C'est l'occasion aussi pour la maîtresse de parler du corps, apprendre à se laver tout seul pour être autonome, ce qui permet aussi d'éviter parfois les gestes intrusifs des adultes. Et puis au collège, c'est un peu plus structuré. Il y a des séances avec des intervenants extérieurs comme le planning familial. Là, on parle de maladies sexuellement transmissibles, de contraception, mais aussi de comment on se remet d'une rupture amoureuse. Combien de temps ça dure? Des questions essentielles à cet âge-là. Mais la loi existe depuis 2001, Virginie Salmen. Pourquoi est-ce que tout cela n'est pas appliqué? Alors très souvent, les profs qui sont dans leur rôle, leur posture de prof, vous savez, ils apprennent le français, la grammaire, ils ne se sentent pas toujours à l'aise pour aborder des sujets délicats avec leurs élèves. Et puis il faut dire aussi qu'il y a des familles religieuses, par exemple, qui n'acceptent pas du tout qu'on parle de ces choses-là à l'école. Donc on peut comprendre qu'il y ait une certaine réticence de la part des enseignants. C'est pas facile pour un parent déjà, vous le savez, de parler à son enfant de comment on fait les bébés, ou pour les plus grands, comment on se protège lors d'un rapport sexuel. C'est pas évident non plus pour un prof. Ils se sentent pas formés pour ça. Il y a bien des ressources pédagogiques, il y a des vidéos, mais souvent ce n'est pas suffisant. Merci Virginie Salmen, spécialiste éducation d'Europe 1. L'opération est en cours depuis ce matin, 6h. Oui, évacuation de la ZAD de Strasbourg par les gendarmes mobiles. Depuis des mois, des militants empêchent la construction de la rocade autoroutière autour de la ville. Arthur Mbaché, vous êtes sur place. Les gendarmes ont chargé, Arthur? Oui, absolument. Bonjour David. Vous entendez le tocsin qui sonne encore dès 5h ce matin, les cloches pour alerter les villageois qui sont descendus par dizaines à la ZAD juste à côté et qui se sont retrouvés face aux gendarmes mobiles. Mais écoutez, nous sommes en face des CRS qui vont charger là. Je suis juste devant, voilà. Ils vont me pousser. Ils poussent toute la foule. Ils nous poussent. Il nous faut avancer. Il nous faut tomber. Il nous faut tomber. Ils poussent tout le monde. Peu après, on retrouve Germaine, 89 ans. Elle pousse son déambulateur au milieu des champs de maïs. Oh mon Dieu, je suis tellement fatiguée. J'étais devant, ils m'ont gazé. J'ai la poitrine qui me fait mal. Attention, les gendarmes repoussent, madame. Et j'étais tout à fait devant. Quand ils ont gazé, ma charrette s'est trouvée dans le caniveau. Le maire de Kolbsheim, Danny Karcher, se bat depuis toujours contre la future rocade de Strasbourg. Un gros malaise, et quand je dis un gros malaise, c'est vis-à-vis de la France, vis-à-vis de la République, pour laquelle, pour l'un et l'autre, je ne peux plus avoir aucun respect. C'est absolument honteux ce qu'on est en train de faire. Vous dites ça avec l'écharpe tricolore Et je dis ça avec l'écharpe tricolore, qui, comme vous pouvez le voir, est teintée de... Ça doit être des trucs de bombes lacrymogènes qui nous envoient. Alors, aux dernières nouvelles, la ZAD est apparemment vidée de ses occupants qui n'ont pas eu le temps de grimper dans les arbres avant l'assaut des gendarmes. La voie est libre pour les machines de déboisement. Le reportage en direct d'Arthur Mbaché, le correspondant d'Europe 1 dans l'Est, comme si on y était, Nikos. Comme si on y était avec en fond ce son de cloche et ces témoignages absolument saisissants.
Encore une attaque au couteau hier soir à Paris. Cette fois, l'agresseur est a priori de nationalité afghane. Il aurait 31 ans selon ses papiers d'identité. L'homme est entre les mains de la police. Il a attaqué avec un couteau et une barre de fer au hasard des passants sur les quais du canal de l'Ourcq dans le 19e arrondissement. 7 personnes ont été blessées, dont une est en urgence absolue et 4 sont dans un état grave. Selon une source policière citée par l'AFP, rien ne permet à ce stade de retenir le caractère terroriste de ces agressions. Mais dans ce genre d'affaires, restons prudents et attendons que les enquêteurs nous donnent davantage d'indications. Ils sont devenus les souffres-douleurs de ce gouvernement, les retraités. C'est le problème politique principal pour la majorité. D'ailleurs, les députés En Marche, ce soir en réunion de rentrée à Tours, y consacreront une partie de leur séminaire. Les retraités et leur pouvoir d'achat, la hausse de la CSG, l'augmentation des pensions plus faibles que l'inflation. Pour nos aînés, la coupe est pleine. Ces décisions politiques ont des conséquences très concrètes. Reportage Sébastien Krebs. Voici par exemple un petit plaisir que Jeanne, 75 ans, s'autorise de plus en plus rarement. Aller chez le coiffeur, cela fait des mois qu'elle n'y a pas mis les pieds. Je viens moins souvent, au lieu de venir tous les 2 mois. Là, je fais la permanente pour 6 mois. Voilà. On est obligé de se restreindre. On va faire le marché à 13h, 13h30, où les prix sont plus bas. Si j'avais pas mon fils qui m'aide, j'y arriverais pas. Cette ancienne conductrice de bus a vu sa retraite baisser d'une trentaine d'euros cette année. Elle vit avec 1 400 € chaque mois. Et elle n'est pas la seule à se serrer la ceinture, confirme Cathy, la coiffeuse. Elles vont attendre si elles peuvent. Elles font leurs calculs en fin de mois. Il y a surtout les courses du quotidien. Marie avoue faire des sacrifices. Attention, on achète moins de viande. Françoise, elle ne peut plus se payer les billets de train pour aller voir ses enfants. Et puis il y a les dépenses que l'on reporte, comme l'entretien de la chaudière. Ce chauffagiste, Frédéric Schopp, en témoigne. Certains retraités qui avaient l'habitude de m'appeler, je ne les ai pas entendus, donc j'ai moins de rendez-vous. Certains me le disent, vous savez, moi avec ma petite pension, faut pas que ça me coûte cher, j'ai du mal à finir le mois, on nous prend de plus en plus. Il estime que presque la moitié de ses clients retraités, qui d'habitude anticipent toujours l'arrivée de l'hiver, ne l'ont toujours pas appelé. À suivre, l'inquiétante montée de l'extrême droite dans les rues allemandes. À tout de suite sur Europe 1. La suite du journal avec David Doucan, encore des saluts et des slogans nazis en Allemagne. Oui, et ce n'est jamais anodin. Cela fait maintenant 2 semaines que les manifestations d'extrême droite se suivent et se ressemblent. Hier soir, c'était à Köthen, en Saxe-Anhalt. Comme à Chemnitz, il y a 15 jours. C'est un fait divers qui sert de revendication. Samedi, un jeune homme a été tué dans une bagarre avec 2 Afghans. Résultat, hier soir, 2500 personnes ont manifesté, sans violence cette fois-ci, mais dans un climat extrêmement tendu. Écoutez bien les slogans hurlés par la foule dans ce reportage de notre correspondante Hélène Cole. La foule était venue avec comme mot d'ordre le deuil et le recueillement. Mais très vite, après les bougies allumées, ce sont des discours de haine qui ont enflammé les manifestants. Œil pour œil, dent pour dent, nous irons chercher les étrangers un par un jusque chez eux. Il faut que le sang coule. Au micro, des néo-nazis connus, venus de toute la région, dont certains déjà condamnés pour des violences xénophobes. À la nuit tombée, la tension monte encore d'un cran. La petite foule se met en marche. La plupart des habitants du quartier sont rentrés chez eux. Il ne reste plus que quelques centaines de personnes déterminées, prêtes à en découdre. Et l'on entend monter des slogans nazis. National-socialisme, maintenant! Des mots interdits dans les rues d'Allemagne, mais la police déployée en nombre n'a pas voulu mettre de l'huile sur le feu, se contentant d'encadrer cette manifestation qui s'est achevée sans autre débordement, mais dans un climat d'extrême tension. Köthen, Hélène Cole, Europe. L'extrême droite est aussi au cœur de l'actualité en Suède. Oui, les élections générales se tenaient dans le pays hier. L'extrême droite rêvait d'un raz-de-marée, il n'a pas eu lieu, mais elle se pose en juge de paix. Le parti anti-migrant recueille 17% des voix, c'est moins que ce qu'il espérait. Mais les sociodémocrates et la droite sont au coude à coude. Aucun des 2 grands partis ne peut à ce stade revendiquer la majorité. Il va falloir passer des accords. À 8h15, l'invité politique d'Audrey Crespo-Mara, Hakim El Garoui, l'auteur du rapport Réorganisation de l'islam de France, commandé par Emmanuel Macron. Je suis sûr que, comme moi, Nikos, vous auriez bien aimé être au Stade de France hier. Eh oui, mais je dormais. Le public n'avait pas pu, moi aussi à vrai dire, le public n'avait pas pu fêter dignement la victoire des Bleus en Coupe du Monde. On s'en souvient, ce défilé frustrant, un peu trop court sur les Champs-Élysées. Mais l'occasion fait le larron après la victoire hier soir de la France 2-1 contre les Pays-Bas. C'est là que la fête a pu battre son plein, un peu plus d'une demi-heure de communion au Stade de France entre les joueurs et leur public. Le film de cette 3e mi-temps, j'allais dire tout en images, mais c'est presque ça, avec un montage comme il en a le secret, signé Jérôme Lacroix.
La chair de poule, une fierté. C'était bien, on était vraiment heureux. Et j'espère que les gens aussi ont aimé. Mes coéquipiers aiment bien me mettre mal à l'aise avec cette chanson, mais ça accompagnera cette Coupe du Monde et c'est vraiment des super moments. C'était des moments inoubliables. Avec l'atmosphère que les supporters ont mis, c'était magnifique. Gagner une Coupe du Monde, revenir comme ça en France, à Paris, avec nos supporters. Franchement, il n'y a rien de plus beau et ils ont été extraordinaires avec nous. Vous avez reconnu le dernier joueur qu'on a entendu, Nikos? C'était Samuel Umtiti, bien sûr, la démarche. Quelle démarche de Samuel. Un mot de tennis ou on n'a pas le temps? On n'a pas le temps, mais je le donne quand même. C'est Novak Djokovic qui a remporté l'US Open de tennis. Le Serbe a battu l'Argentin Del Potro. C'est son 14e titre en Grand Chelem.